Une femme riche, un mari ingrat, une trahison qui va tout changer. Naomi avait tout donné à Mike. Son amour, sa confiance, son argent, ses relations, tout. Elle l'avait sorti de la poussière, elle l'avait habillé, nourri, financé et porté jusqu'au sommet. Mais pendant qu'elle voyageait pour leurs affaires, Mike s'amusait dans leur propre lit avec une autre femme. Ce que Naomi va faire en découvrant cette trahison, personne ne l'avait vu venir. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui a refusé de pleurer en silence. C'est une histoire de trahison, de vengeance et de renaissance. Restez jusqu'au bout parce que la fin va vous laisser sans voix. Genre, drame, trahison, vengeance, histoire africaine. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien me motive énormément et c'est grâce à vous que je continue à raconter ces histoires. Allez, on commence. Naomi Kwasi avait grandi dans le quartier de Cocody, du côté des deux plateaux. Sa famille était connue dans tout Abidjan. Son père, Mathieu Kwasi, était un homme d'affaires respecté qui avait bâti son empire dans l'immobilier et l'import-export. Il possédait des terrains à Cocody, à Marcory, à Bingerville et même du côté de Grand-Bassam. Les gens le respectaient parce qu'il était honnête dans ses affaires. Il n'avait jamais triché personne et sa parole valait de l'or. Sa mère, Bernadette, était pharmacienne et gérait 3 officines dans la ville, une à Cocody, une au Plateau et une à Yopougon. Bernadette était une femme forte, organisée, qui tenait ses comptes au centime près et qui avait appris à sa fille que l'indépendance financière d'une femme était la base de tout. Naomi n'avait manqué de rien dans sa vie. Elle avait fréquenté les meilleures écoles d'Abidjan, le lycée classique, puis le lycée technique. Elle avait voyagé en Europe dès son adolescence, elle parlait 3 langues, le français, l'anglais et l'espagnol, et elle avait obtenu son diplôme en gestion des entreprises à Paris, dans une grande école de commerce. Elle avait passé 4 ans en France, 4 ans pendant lesquels elle avait appris à être autonome, à gérer des projets et à penser grand. Quand elle était revenue à Abidjan avec son diplôme, son père l'avait prise dans ses bras et lui avait dit qu'il était fier d'elle. Ce jour-là, Naomi s'était promis de ne jamais décevoir ses parents. Mais malgré tout son parcours, malgré l'argent et les diplômes, Naomi était restée simple. Elle ne regardait personne de haut. Elle souriait à tout le monde, elle aidait ses voisins quand ils avaient des difficultés et elle avait un cœur immense. Elle était le genre de personne qui s'arrêtait pour donner à manger à un enfant de la rue, qui payait les frais de scolarité de la fille de sa femme de ménage et qui traitait tout le monde avec le même respect, que tu sois un directeur ou un gardien de nuit. C'était justement ce grand cœur, cette générosité sans limite, qui allait lui jouer un très mauvais tour. Mike Tehera, lui, venait d'Abobo. Pas le quartier chic où il y a des villas et des supermarchés. Le vrai Abobo, celui des rues en terre battue, des caniveaux ouverts, des maisons en parpaings inachevés avec les fers qui dépassent du toit et des mères qui vendent de l'attiéké au bord de la route pour nourrir leurs enfants. Mike avait grandi sans son père. L'homme était parti quand Mike avait 3 ans et n'était jamais revenu. Personne ne savait où il était et personne ne s'en souciait plus. Sa mère, maman Adjoua, l'avait élevé seule avec ses 3 petits frères. Elle vendait du poisson braisé le soir au carrefour et elle faisait des lessives pour les voisins le matin. C'était une femme courageuse, mais la vie était dure avec elle. Mike avait vu la misère de près. Il savait ce que c'était de dormir le ventre vide, de porter les mêmes vêtements toute la semaine parce qu'on n'en avait pas d'autres, de marcher des kilomètres sous le soleil parce qu'on n'avait pas les 100 francs du transport en Gbaka. Il connaissait la honte de ne pas pouvoir payer sa cotisation à l'école, la douleur de voir sa mère pleurer la nuit quand elle croyait que les enfants dormaient. Mais Mike avait une qualité que beaucoup lui reconnaissaient, il savait parler. Il avait la parole douce comme du miel, le sourire charmeur et il savait exactement quoi dire pour toucher le cœur des gens. Quand Mike parlait, on avait envie de le croire. C'est cette qualité, ce don de la parole, qui l'avait amené jusqu'à Naomi. Ils s'étaient rencontrés un samedi après-midi au centre commercial de la Riviera. Naomi faisait ses courses tranquillement. Elle cherchait un cadeau pour l'anniversaire de sa mère, quand elle avait fait tomber son téléphone en sortant d'une boutique. L'écran avait claqué contre le carrelage. Mike, qui passait par là avec un ami, avait ramassé le téléphone avant même que Naomi ne se penche. Il le lui avait tendu avec un sourire large et sincère qui avait éclairé toute la pièce. Naomi l'avait remercié et leurs regards s'étaient croisés. Il y avait eu un silence de quelques secondes, un de ces silences où 2 personnes se reconnaissent sans savoir pourquoi. Ils avaient parlé 5 minutes devant la boutique. Puis 10 minutes sur un banc.
puis 1 heure au café du centre commercial. Mike lui avait raconté sa vie sans honte. Il lui avait parlé d'Abobo, de sa mère, de ses frères, de ses rêves de réussite. Il avait dit qu'il voulait devenir quelqu'un, qu'il voulait sortir sa famille de la pauvreté et qu'il était prêt à travailler dur pour y arriver. Naomi avait été touchée par cette humilité. Elle avait vu en lui un homme courageux, un battant, pas un profiteur. Elle s'était dit que cet homme méritait une chance. C'était là son erreur. Pas d'avoir cru en lui, mais d'avoir cru en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Les semaines avaient passé et leur relation avait avancé vite. Très vite même. Mike appelait Naomi tous les jours, il lui envoyait des messages doux le matin, il lui disait des mots qui faisaient battre son cœur. Naomi était tombée amoureuse comme elle ne l'avait jamais été. Elle présentait Mike à ses amis comme l'homme de sa vie, celui qu'elle avait attendu. Ses amies, elles, n'étaient pas toutes convaincues. Certaines trouvaient Mike charmant mais trop lisse. Sa meilleure amie, Christelle, avait été très directe. Un soir, dans un maquis du côté de Marcory, elle avait regardé Naomi dans les yeux et lui avait dit de faire attention. Elle lui avait dit que Mike avait l'air trop parfait, que les hommes qui parlent aussi bien cachent toujours quelque chose derrière leur sourire. Mais Naomi n'avait pas écouté. Elle avait répondu que Christelle était trop méfiante et que tout le monde n'était pas malhonnête. L'amour rend sourd parfois. Et aveugle aussi. La famille de Naomi non plus n'était pas contente de ce mariage qui se préparait. Son père avait pris Mike à part un dimanche après le déjeuner et lui avait demandé clairement quelles étaient ses intentions avec sa fille. Mike avait répondu avec une assurance désarmante, le dos droit, les yeux dans les yeux. Il avait dit qu'il aimait Naomi plus que tout au monde et qu'il allait la rendre heureuse tous les jours de sa vie. Mathieu Kwasi n'avait rien dit de plus sur le moment. Mais en sortant de la pièce, il avait murmuré à sa femme que ce garçon avait les yeux de quelqu'un qui cherche quelque chose. Bernadette avait essayé de parler à sa fille aussi, doucement, en mère qui s'inquiète. Mais Naomi avait répondu que l'amour ne connaît pas les classes sociales, que ce qui comptait c'était le cœur d'un homme et pas son compte en banque. Et elle le croyait sincèrement. De tout son cœur. 6 mois après leur rencontre, Mike et Naomi s'étaient mariés. Le mariage avait eu lieu à l'Hôtel Ivoire, dans la grande salle de réception avec vue sur la lagune. 300 invités, de la musique live, un buffet qui n'en finissait pas et des cadeaux empilés du sol au plafond. Tout avait été payé par la famille Kwasi, évidemment. La robe de Naomi venait d'un grand couturier de Paris, le costume de Mike aussi. La mère de Mike, maman Adjoa, avait pleuré de joie ce jour-là. Elle qui avait vendu du poisson braisé toute sa vie, elle voyait son fils épouser la fille d'un des hommes les plus riches d'Abidjan. Elle pensait que Dieu avait enfin répondu à ses prières. La fête avait duré 2 jours. Tout Abidjan en parlait. Mike, le petit gars d'Abobo, avait épousé la fille Kwasi. Pour certains, c'était une belle histoire d'amour qui prouvait que tout était possible. Pour d'autres, les plus cyniques, c'était un serpent qui venait d'entrer dans un nid d'oiseau. Après le mariage, Naomi avait commencé à construire l'avenir de leur couple avec la même énergie qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait utilisé ses relations, les contacts de son père, ses anciens camarades de promotion et ses partenaires professionnels, pour ouvrir une entreprise au nom de Mike. Une société de transport de marchandises, un secteur en plein boom à Abidjan. Elle avait investi plus de 50 millions de francs CFA de son propre argent pour acheter les premiers camions, louer un entrepôt du côté de Yopougon et recruter des chauffeurs. Elle avait appelé les partenaires de son père un par un pour leur demander de donner une chance à cette nouvelle entreprise. En moins d'1 an, grâce au travail acharné de Naomi et à ses connexions, l'entreprise de Mike tournait bien. Les camions roulaient entre Abidjan, San Pedro, Bouaké, Korogo et même jusqu'au Burkina et au Mali. Mike se promenait désormais en voiture de luxe dans les rues d'Abidjan. Il portait des montres chères, des costumes sur mesure et des chaussures qui coûtaient le salaire mensuel de 3 de ses employés. Il se comportait comme un patron né, comme un homme qui avait toujours été riche. Il avait des cartes de visite en relief doré avec écrit directeur général en gros. Il déjeunait dans les restaurants du plateau avec des hommes d'affaires et il parlait fort au téléphone pour que tout le monde l'entende. Mais il oubliait facilement qu'il avait mis là. Il oubliait les nuits où Naomi restait éveillée pour vérifier les comptes. Il oubliait les appels qu'elle passait pour débloquer les situations. Il oubliait que sans elle, il serait encore à Abobo, sans un franc en poche. Naomi ne comptait pas ses efforts. Elle gérait la comptabilité de l'entreprise en plus de son propre travail de consultante. Elle négociait les contrats les plus importants, elle réglait les problèmes administratifs, elle gérait les relations avec la banque et elle veillait à ce que tout fonctionne comme une horloge.
Mike, lui, passait ses journées au bureau à recevoir les clients, à serrer des mains et à donner des ordres. Mais c'était Naomi qui faisait tourner la machine en coulisses. C'était elle le vrai moteur. Tout le monde le savait dans le milieu des affaires. Tout le monde sauf Mike, qui commençait à croire dur comme fer que c'était lui le génie derrière tout ça. 2 ans de mariage avaient passé. Naomi voulait un enfant. Elle en parlait souvent, avec douceur, avec espoir. Mais Mike repoussait toujours le sujet. Il disait qu'il fallait d'abord stabiliser l'entreprise, qu'il fallait atteindre un certain chiffre d'affaires, qu'un enfant viendrait compliquer les choses et ralentir leur progression. Naomi avait accepté à chaque fois, même si au fond, cette réponse lui faisait mal. Elle voyait ses amis devenir mères, elle voyait les bébés dans les bras des femmes au marché et son cœur se serrait. Elle se consolait en se disant que son mari avait raison, que la patience était une vertu et que leur tour viendrait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle patientait sagement, Mike avait déjà commencé à changer. Et pas dans le bon sens. Mike sortait de plus en plus le soir. Au début, c'était 1 fois par semaine. Puis 2 fois. Puis presque tous les soirs. Il rentrait tard, parfois après minuit, sentant le parfum d'une autre femme. Quand Naomi posait des questions, il répondait avec agacement que c'était des réunions d'affaires, des dîners avec des partenaires, des obligations professionnelles qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il la faisait se sentir coupable de poser des questions. Naomi voulait le croire, alors elle le croyait. Mais les signes étaient là, de plus en plus visibles. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans la salle de bain avec la porte fermée. Les messages qu'il effaçait en souriant dès qu'il reposait le téléphone. Les week-ends où il disparaissait pendant des heures sans donner d'explication valable. Les factures de restaurants et d'hôtels qu'elle trouvait parfois dans ses poches en faisant la lessive. Christelle avait encore une fois alerté Naomi. Elle l'avait appelé un soir et lui avait dit que des gens de confiance avaient vu Mike dans un restaurant chic de zone 4 avec une jeune femme. Ils étaient très proches, ils se tenaient la main et riaient ensemble. Naomi avait refusé d'y croire. Elle avait répondu sèchement que les gens d'Abidjan aimaient trop les commérages et que son mari n'était pas ce genre d'homme. Christelle n'avait pas insisté. Elle avait juste dit qu'elle serait toujours là quand Naomi aurait besoin d'elle. Cette phrase avait résonné dans la tête de Naomi plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Puis un jour, une grande opportunité d'affaires s'était présentée. Un partenaire anglais, un groupe de logistique basé à Londres, voulait investir dans leur entreprise de transport. C'était un contrat majeur, le genre de contrat qui pouvait faire passer l'entreprise à un autre niveau. Naomi devait se rendre à Londres pendant 10 jours pour finaliser les accords, présenter les bilans financiers et négocier les termes du partenariat. Elle avait tout préparé minutieusement. Les documents, les présentations, les projections financières, tout était impeccable. Avant de partir, elle avait préparé les repas de Mike pour la semaine. Elle les avait mis dans des boîtes au réfrigérateur avec des étiquettes pour chaque jour. Elle avait rangé la maison de fond en comble, repassé ses chemises et laissé un mot doux sur la table de nuit. À l'aéroport, elle l'avait embrassé longuement et lui avait dit qu'il allait lui manquer terriblement. Mike avait souri de son sourire charmeur habituel et lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien, qu'il l'attendrait. À Londres, Naomi avait travaillé sans relâche. Du matin au soir, elle enchaînait les réunions, les présentations et les négociations. Elle avait impressionné les partenaires anglais avec sa maîtrise parfaite des dossiers, sa vision claire de l'entreprise et son professionnalisme. Ils avaient dit qu'ils n'avaient jamais rencontré une femme d'affaires aussi brillante en Afrique de l'Ouest. L'accord avait été signé en 8 jours au lieu de 10. Un investissement de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Naomi était fière. Elle avait appelé Mike pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il n'avait pas décroché. Ni la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Quand il avait finalement rappelé, il avait été bref et distrait. Il avait dit bravo et avait raccroché rapidement en disant qu'il avait des choses à faire. Naomi avait été blessée mais s'était dit qu'il devait être occupé. Elle avait décidé de rentrer 2 jours plus tôt pour faire la surprise à Mike. Elle avait acheté un parfum cher pour lui dans une boutique du centre de Londres, une montre en cadeau et une bouteille de champagne pour fêter la bonne nouvelle ensemble. Dans l'avion du retour, elle souriait en imaginant la tête de Mike quand il la verrait arriver à la porte. Elle se disait qu'ils allaient trinquer ensemble, qu'elle allait lui raconter tout en détail et que ce soir-là, ils allaient être heureux comme au premier jour. L'avion avait atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vers 22 heures. L'air chaud et humide d'Abidjan l'avait frappée en sortant de l'avion. Elle avait récupéré ses bagages rapidement et pris un taxi. La ville défilait par la fenêtre, les lumières, les vendeurs ambulants,
les voitures qui klaxonnaient. Naomi était arrivée chez eux à Cocody vers 23 heures. La maison était éclairée. Pas juste une lumière, plusieurs. Le salon, l'étage, même la terrasse. La voiture de Mike était garée devant, à côté d'une autre voiture que Naomi ne connaissait pas. Elle avait froncé les sourcils une seconde, puis s'était dit que c'était peut-être un ami. Elle avait souri, avait payé le taxi et avait sorti sa clé. Elle avait ouvert la porte doucement, sans faire de bruit, parce qu'elle voulait lui faire la surprise. Le salon était vide mais il y avait 2 verres de vin sur la table basse, l'un avec du rouge à lèvres sur le bord. Il y avait des chaussures de femme à talons près de la porte d'entrée. Des chaussures rouges, brillantes, avec des semelles fines. Ce n'étaient pas les siennes. Naomi ne portait jamais de chaussures rouges. Son cœur avait commencé à battre si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait posé ses valises en silence au pied de l'escalier et avait avancé lentement. La musique jouait doucement à l'étage. Une musique douce, romantique, la playlist que Naomi avait créée pour eux deux. Sa propre musique. Celle qu'elle écoutait avec Mike les soirs de tendresse. Naomi avait monté les marches une par une, chaque pas plus lourd que le précédent. Le sac de cadeaux de Londres pendait à son bras, le champagne cognait doucement contre la montre dans le sac. Arrivée devant la porte de leur chambre à eux, celle qu'ils avaient décorée ensemble, elle avait posé la main sur la poignée. Elle avait hésité une seconde. Son corps entier lui disait de ne pas ouvrir cette porte, de faire demi-tour, de ne pas voir ce qu'il y avait derrière. Mais elle avait ouvert quand même. Ce qu'elle avait vu dans cette chambre, dans leur lit, sur leur drap blanc, sous leur couverture, l'avait brisé en 1000 morceaux. Mike était là, avec une jeune femme. La scène ne laissait aucune place au doute, aucune place à l'interprétation. Il ne l'avait même pas entendu entrer. La musique couvrait tout. Naomi était restée figée sur le pas de la porte pendant ce qui avait semblé une éternité. Le sac de cadeaux avait glissé de son bras et était tombé par terre. Le bruit de la bouteille de champagne qui avait roulé sur le parquet avait fait tourner la tête de Mike. Son visage avait changé d'un coup. Il était devenu blanc, puis rouge, puis il avait baissé les yeux comme un enfant pris en faute. La jeune femme avait crié de surprise, avait attrapé le drap pour se couvrir et avait regardé Naomi avec un mélange de peur et de défi. Elle n'avait même pas eu l'air désolée. Pas une once de honte dans ses yeux. Elle avait juste regardé Naomi de haut en bas, comme pour la juger, comme pour comparer. Naomi n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas jeté d'objets à travers la pièce. Elle n'avait pas insulté personne. Elle avait juste regardé Mike droit dans les yeux pendant de longues secondes, sans bouger, sans ciller. Le silence dans cette chambre était plus bruyant que n'importe quel cri. Puis Naomi avait dit 3 mots d'une voix calme, presque glaciale, une voix que Mike ne lui avait jamais entendue. « Tu vas regretter ». Elle avait tourné le dos, était redescendue calmement, avait repris ses valises et était sortie de la maison sans se retourner. Mike l'avait suivie en courant dans l'escalier, à moitié habillée, criant son nom, disant que ce n'était pas ce qu'elle croyait, que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien. Mais Naomi n'avait même pas tourné la tête. Elle était montée dans le taxi qui attendait encore devant la maison et avait donné l'adresse de ses parents. Le chauffeur avait vu les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues dans le rétroviseur. Il n'avait rien dit. Il avait juste conduit. Cette nuit-là, Naomi n'avait pas dormi. Allongée dans son ancienne chambre chez ses parents, elle avait revu toute sa vie avec Mike comme un film qui passe en boucle. Chaque moment, chaque sacrifice, chaque effort qu'elle avait fait pour cet homme. L'argent qu'elle avait investi, les 50 millions, puis 60, puis 80 avec les réinvestissements. Les nuits blanches passées à travailler sur les comptes de l'entreprise. Les relations qu'elle avait mobilisées, les faveurs qu'elle avait demandées à son père et à ses contacts. Les repas qu'elle préparait, les chemises qu'elle repassait, les mots doux qu'elle écrivait. Tout. Et lui, pendant ce temps, il la trompait dans leur propre maison, dans leur propre lit, avec leurs propres draps et leur propre musique. La douleur était immense, comme un trou au milieu de la poitrine. Mais quelque chose d'autre grandissait en elle cette nuit-là. Pas de la tristesse. Pas de la résignation. De la détermination. Une détermination froide et dure comme l'acier. Le lendemain matin, son père l'avait trouvée assise dans le salon à 6 heures du matin. Elle avait un café à la main et un carnet de notes devant elle, rempli de chiffres, de noms et de dates. Mathieu Kouassi s'était assis à côté de sa fille et lui avait demandé comment elle allait. Naomi avait levé les yeux vers lui et avait souri. Pas un sourire de joie. Un sourire de guerre. Elle avait dit à son père que ça allait,
que maintenant, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Mathieu Kwasi avait regardé sa fille dans les yeux et avait compris. Il avait vu la flamme. Il n'avait posé aucune question de plus. Il avait juste dit 3 mots, « Je suis là ». La première chose que Naomi avait faite ce matin-là, c'est appeler son avocat. Maître Conan était un des meilleurs avocats d'affaires d'Abidjan, un homme méthodique et redoutable devant les tribunaux. Naomi lui avait tout expliqué calmement et lui avait demandé de préparer les documents nécessaires pour récupérer tous ses biens. Ce que beaucoup de gens ne savaient pas, et que Mike lui-même ignorait, c'est que Naomi avait été d'une intelligence redoutable dès le départ. Quand elle avait investi dans l'entreprise de Mike, quand elle avait acheté les camions, loué les entrepôts et signé les contrats commerciaux, elle avait fait enregistrer chaque bien, chaque véhicule, chaque contrat et chaque propriété à son propre nom. Mike n'avait jamais pris la peine de lire les documents qu'il signait. Il faisait confiance aveugle à Naomi pour tout ce qui était administratif. Il signait là où elle lui disait de signer, sans poser de questions. Cette confiance aveugle, cette paresse intellectuelle, allait maintenant se retourner contre lui comme un boomerang. En 3 jours, Naomi avait mis en marche une stratégie d'une précision chirurgicale. Elle avait d'abord contacté tous les partenaires commerciaux de l'entreprise, un par un. Elle les avait rencontrés dans des bureaux, dans des restaurants, chez eux parfois. À chaque rendez-vous, elle arrivait avec ses dossiers complets, ses preuves, ses factures, ses reçus et ses relevés bancaires. Elle leur montrait noir sur blanc que c'était elle qui avait négocié tous les contrats depuis le début, que c'était son argent personnel qui avait financé l'entreprise et que tous les biens étaient légalement enregistrés à son nom. Les partenaires comprenaient vite. En 1 semaine, ils avaient tous rompu leurs accords avec Mike et signé directement avec Naomi. Mike avait commencé à paniquer quand les appels des clients avaient cessé du jour au lendemain. Son téléphone qui sonnait toutes les 5 minutes était devenu silencieux. Il avait essayé d'appeler les partenaires, mais personne ne répondait. Il avait essayé d'appeler Naomi des dizaines de fois par jour, mais elle ne décrochait jamais. Il avait envoyé des messages où il suppliait, où il s'excusait en disant qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie, où il jurait sur la tête de sa mère qu'il allait changer. Naomi ne répondait à aucun de ces messages. Pas un seul. Puis les choses s'étaient accélérées. Un matin, très tôt, Mike s'était réveillé et avait trouvé un huissier de justice devant la porte de la maison, accompagné de 2 agents. L'homme lui avait remis des documents officiels tamponnés par le tribunal. La maison de Cocody appartenait à Naomi. Les 5 camions de l'entreprise appartenaient à Naomi. L'entrepôt de Yopougon était au nom de Naomi. Les comptes bancaires de l'entreprise étaient gelés par décision de justice. Mike avait lu les papiers avec des mains tremblantes, assis sur le canapé du salon, pendant que l'huissier attendait patiemment. Tout ce qu'il croyait posséder, tout ce qu'il montrait fièrement aux gens, n'était pas à lui. Rien n'avait jamais été à lui. Il avait vécu dans un château de cartes construit par Naomi, et elle venait de souffler dessus. Mike avait essayé de se battre. Il avait engagé un avocat avec le peu d'argent qu'il avait sur son compte personnel. Mais face à Maître Conan et aux preuves accablantes que Naomi avait accumulées méthodiquement depuis le tout premier jour, son avocat ne pouvait rien faire. Chaque document, chaque facture, chaque reçu, chaque acte notarié portait le nom de Naomi Kwasi. Mike n'avait aucune preuve de propriété. Son avocat lui avait conseillé de négocier à l'amiable, de demander au moins une compensation. Mais Naomi ne négociait pas. Elle ne discutait pas. Elle reprenait ce qui lui appartenait légalement, un point c'est tout. La jeune femme que Mike avait ramenée chez eux, elle s'appelait Linda. Elle avait 23 ans et travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements à la Riviera. Mike l'avait rencontrée 6 mois avant la découverte de Naomi, un soir dans un bar du côté de Zone 4. Il lui avait fait croire qu'il était un grand homme d'affaires, un self-made man qui avait bâti son empire seul. Il ne mentionnait jamais Naomi. Jamais. Il lui avait offert des cadeaux, des sacs de marque, des bijoux, des dîners dans les meilleurs restaurants, le tout avec l'argent qui venait du travail et de l'investissement de Naomi. Linda avait cru avoir trouvé l'homme idéal, le prince charmant qui allait la sortir de sa vie de vendeuse. Mais quand les problèmes de Mike avaient commencé, quand l'argent avait disparu et que les ennuis judiciaires avaient commencé, Linda avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Elle ne répondait plus au téléphone, elle avait bloqué Mike sur tous les réseaux sociaux et quand il s'était rendu à la boutique où elle travaillait, ses collègues lui avaient dit qu'elle avait démissionné. Mike avait compris ce jour-là, debout devant cette boutique fermée, que Linda ne l'avait jamais aimé. Elle aimait son argent. L'argent de Naomi. Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus sombres et les plus difficiles de la vie de Mike. Il avait dû quitter la maison de Cocody parce qu'elle appartenait à Naomi.
Il n'avait plus de voiture de luxe, plus de bureau, plus de carte de visite dorée, plus rien. Il était retourné chez sa mère à Abobo, dans la petite maison en parpaing où il avait grandi, la même petite chambre avec le même vieux matelas. Maman Adjoua l'avait accueilli sans un mot de reproche. Parce que c'est ce que font les mères, elles accueillent toujours. Mais la déception se lisait dans ses yeux. Elle avait toujours dit à Mike de respecter Naomi, de la chérir, de ne jamais oublier d'où il venait. Mike n'avait pas écouté sa mère et maintenant il payait le prix de son arrogance. Dans tout le quartier, dans toute la ville même, tout le monde parlait. Les voisins aux fenêtres, les commerçants au marché, les chauffeurs de taxi, les femmes au salon de coiffure, les hommes au maquis, tout le monde connaissait l'histoire de Mike et Naomi. Abidjan est comme un village quand il s'agit de ragots. Les nouvelles voyagent plus vite que les gbaka sur le boulevard. Les gens disaient que Mike avait mordu la main qui le nourrissait, qu'il avait craché dans le plat qui le faisait manger. Certains se moquaient de lui ouvertement quand il passait dans la rue. D'autres avaient pitié mais personne ne le soutenait vraiment. Parce que quand tu trahis quelqu'un qui t'a tout donné, même ceux qui te connaissent depuis l'enfance ont du mal à te défendre. Mike avait tenté une dernière chose pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Il s'était rendu chez les parents de Naomi un dimanche matin, accompagné de sa mère maman Adjoua et de 2 de ses oncles du village. Il venait demander pardon selon la tradition, dans les règles. Il avait apporté des noix de cola, du gin et un tissu blanc, les symboles de la réconciliation et du repentir. Maman Adjoua avait parlé la première, avec des larmes plein les yeux et la voix qui tremblait. Elle avait demandé à la famille Kwasi de pardonner à son fils. Elle avait dit que Mike regrettait sincèrement, qu'il avait perdu la tête mais qu'il avait retrouvé ses esprits, et qu'il était prêt à tout faire pour réparer le mal qu'il avait causé. Les oncles avaient hoché la tête en silence. Mathieu Kwasi avait écouté sans broncher, le visage fermé. Bernadette aussi, assise à côté de son mari, les bras croisés. Puis Naomi était descendue de l'étage. Elle portait une robe blanche toute simple. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle n'avait pas de maquillage, pas de bijoux, rien. Elle était belle dans sa simplicité, d'une beauté calme et assurée, mais ses yeux étaient froids comme la glace. Elle s'était assise face à Mike et l'avait regardé sans rien dire pendant un long moment. Mike avait commencé à parler. Les mots sortaient de sa bouche comme un torrent. Il avait dit qu'il était désolé, qu'il avait fait une erreur terrible et impardonnable, qu'il ne méritait pas son pardon mais qu'il le demandait quand même parce qu'il l'aimait encore. Il avait pleuré. De vraies larmes coulaient sur ses joues, pour la première fois peut-être de manière sincère. Naomi l'avait laissé finir sans l'interrompre. Puis elle avait parlé, calmement, posément, sans élever la voix. Elle avait dit qu'elle avait beaucoup réfléchi depuis cette fameuse nuit. Elle avait dit que quand elle l'avait rencontré au centre commercial, elle avait vu un homme avec du potentiel, un homme qu'elle voulait aider à grandir et à réussir. Elle avait dit qu'elle avait tout donné, son temps, son argent, son énergie, ses relations, sans jamais rien demander en retour. Pas de bijoux, pas de voyage, pas de cadeaux. La seule chose qu'elle avait demandé à Mike, c'était le respect et la fidélité. 2 choses simples. Et même ça, il n'avait pas pu les lui donner. Puis elle avait dit que le pardon, elle allait essayer de le trouver un jour, peut-être, quand le temps aurait fait son travail. Mais pas aujourd'hui. Et que leur mariage, s'était terminé définitivement. Maman Adjoua avait pleuré en se tenant la tête dans les mains. Les oncles de Mike avaient baissé la tête, gênés. Mike lui-même avait regardé le sol, les épaules tombantes, l'homme qui se croyait roi quelques semaines plus tôt n'était plus qu'une ombre. Il n'avait plus rien à dire. Il savait, dans le fond de son cœur, que Naomi avait raison. Il savait qu'il avait détruit quelque chose de précieux, quelque chose de rare, et que cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le divorce avait été prononcé 2 mois plus tard par le tribunal d'Abidjan. Naomi avait récupéré légalement tout ce qui lui appartenait. La maison de Cocody, les camions, l'entreprise, les contrats, les comptes, tout. Mike était reparti les mains vides. Exactement comme il était venu 3 ans plus tôt. Sauf que cette fois, il avait goûté au luxe, il avait dormi dans des draps en soie, il avait conduit des voitures de luxe et mangé dans les meilleurs restaurants. Et retourner à la pauvreté après avoir connu tout ça, c'était 1000 fois plus douloureux que de ne l'avoir jamais quitté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que la vraie force de Naomi ne résidait pas dans ce qu'elle avait repris. Elle résidait dans ce qu'elle allait construire ensuite. Naomi ne s'était pas contentée de récupérer ses biens. Elle avait décidé de montrer au monde entier ce qu'une femme trahie pouvait accomplir quand elle transformait sa douleur en énergie pure. Elle avait rebaptisé l'entreprise de transport. Elle l'avait appelée NK Logistique,
ses propres initiales, gravées sur chaque camion, sur chaque document, sur chaque carte de visite. En 6 mois, elle avait doublé le chiffre d'affaires. Elle avait ajouté 10 nouveaux camions à la flotte, ouvert de nouvelles routes commerciales vers le Ghana, le Togo et le Sénégal, et signé des contrats avec des entreprises internationales de premier plan. L'accord qu'elle avait négocié à Londres avait porté ses fruits au-delà de ses espérances et les investisseurs anglais étaient devenus des partenaires de longue durée. Naomi avait aussi créé une fondation pour les femmes victimes de violences conjugales et de trahison. Elle avait appelé cette fondation Résilience. Avec l'aide de sa mère Bernadette, elle avait mis en place des ateliers de formation pour les femmes qui voulaient devenir autonomes financièrement. Des cours de couture, de cuisine, de gestion, de commerce en ligne et d'alphabétisation pour celles qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. En 1 an, plus de 200 femmes avaient bénéficié de ces programmes. Des femmes qui avaient été abandonnées par leur mari, des femmes qui avaient subi des violences, des femmes qui n'avaient jamais eu l'occasion de croire en elles. Naomi allait personnellement rencontrer ces femmes dans les locaux de la fondation. Elle écoutait leurs histoires, elle pleurait parfois avec elles, et elle les encourageait avec des mots simples mais puissants. Elle leur disait que la trahison d'un homme ne devait pas être la fin de leur histoire. Elle leur disait que c'était le début d'un nouveau chapitre, le plus beau chapitre. Christelle, sa meilleure amie qui l'avait avertie depuis le début, était devenue sa directrice adjointe. Ensemble, elles formaient une équipe redoutable. Christelle gérait les opérations quotidiennes avec une efficacité remarquable pendant que Naomi se concentrait sur le développement stratégique et les partenariats internationaux. Les 2 femmes partageaient une vision commune et un lien indestructible, forgé dans l'épreuve. 1 an après le divorce, Naomi avait été invitée à donner une conférence lors d'un grand forum économique à Abidjan. Elle était montée sur scène devant 500 personnes, des chefs d'entreprise, des politiques, des étudiants, des femmes de tous les milieux. Et elle avait raconté son histoire. Pas pour se plaindre, pas pour humilier Mike, mais pour inspirer. Elle avait dit que la trahison est une douleur terrible, une douleur qui te coupe le souffle et qui te fait douter de tout. Mais que chaque douleur porte en elle une leçon et une opportunité. Elle avait dit que quand on perd ce qu'on croyait être tout, on découvre ce qu'on a vraiment au fond de soi. Et ce que Naomi avait découvert, c'était qu'elle avait toujours eu la force en elle, depuis le début. Elle n'avait pas besoin de Mike pour réussir. Elle n'avait jamais eu besoin de lui. C'était Mike qui avait eu besoin d'elle. La salle entière s'était levée pour l'applaudir. Des femmes dans le public avaient pleuré. Des hommes aussi, des hommes qui pensaient à leurs propres erreurs peut-être. Ce jour-là, Naomi était devenue plus qu'une femme d'affaires prospère. Elle était devenue un symbole. Le symbole de toutes ces femmes qui se sont relevées après avoir été piétinées. Et Mike dans tout ça? Mike avait essayé de remonter la pente, à sa manière. Il avait cherché du travail dans les entreprises d'Abidjan, mais sa réputation était détruite. Tout le monde connaissait son histoire. Les gens ne voulaient pas s'associer à un homme qui avait trompé la femme qui lui avait tout donné. Les portes se fermaient les unes après les autres. Il avait essayé de lancer de petites affaires, un commerce de téléphone, puis un service de livraison, mais sans l'argent et les relations de Naomi, rien ne marchait. Il vivait toujours chez sa mère à Abobo, dans la même petite chambre de son enfance. La nuit, il restait éveillé pendant des heures, les yeux ouverts dans le noir, à repenser à tout ce qu'il avait eu et à tout ce qu'il avait perdu par sa propre faute. Un jour, environ 2 ans après le divorce, Mike avait croisé Naomi par hasard dans un supermarché de la Riviera. Elle était avec Christelle, elle riait de quelque chose, les bras chargés de courses. Naomi était resplendissante. Elle portait un tailleur élégant, ses cheveux étaient magnifiques et elle dégageait une confiance naturelle, une lumière presque, qui remplissait l'espace autour d'elle. Mike, lui, portait un vieux jean délavé et un t-shirt fatigué. Quand leurs regards s'étaient croisés entre les rayons, Naomi avait eu un léger sourire. Pas un sourire méchant, pas un sourire de victoire ou de moquerie. Juste un sourire poli et distant, comme on sourit à un ancien collègue qu'on croise dans la rue et dont on se souvient à peine. Puis elle avait continué son chemin sans se retourner. Ce moment avait détruit Mike plus que n'importe quel document d'huissier, plus que n'importe quel papier de tribunal. Parce qu'il avait compris ce jour-là, dans ce supermarché, entre les rayons de conserve et de jus de fruits, que Naomi ne le détestait même pas. Elle ne le haïssait pas. Elle avait dépassé la colère, la douleur, la rancune. Il n'existait plus dans son monde. Et ça, c'était la pire des punitions qu'on puisse infliger à quelqu'un. Pas la haine, pas la colère. L'indifférence totale. 3 ans après son divorce, Naomi avait rencontré quelqu'un d'autre. Un homme calme, respectueux,
qu'il aimait pour ce qu'elle était au fond d'elle-même et non pour ce qu'elle avait dans ses comptes en banque. Il s'appelait Serge et il était architecte. Il avait sa propre agence, ses propres revenus, sa propre vie. Il ne cherchait pas l'argent de Naomi, il avait le sien. Il ne cherchait pas ses relations, il avait les siennes. Ce qu'il cherchait, c'était son cœur, simplement. Et il avait su le mériter avec patience, douceur et sincérité. Naomi avait hésité longtemps avant de lui ouvrir son cœur à nouveau. La blessure de Mike avait laissé des cicatrices profondes, des murs épais autour de son cœur. Mais Serge avait été patient comme un homme qui sait que les belles choses prennent du temps. Il n'avait pas forcé les choses. Il avait juste été là, jour après jour, présent, constant, honnête et transparent. Et doucement, comme une fleur qui s'ouvre après une longue saison de pluie, Naomi avait recommencé à croire en l'amour. Leur mariage avait été intime et rempli d'émotions. Pas de fête géante à l'Hôtel Ivoire avec 300 invités et des cadeaux empilés. Juste la famille proche, les vrais amis, ceux qui avaient été là dans les bons moments comme dans les mauvais, et beaucoup d'amour. Naomi avait porté une robe simple mais élégante, couleur ivoire. Serge avait les yeux qui brillaient de larmes contenues en la regardant marcher vers lui. Christelle avait été sa témoin et avait pleuré du début à la fin de la cérémonie. Mathieu Coissy, le visage ému pour la première fois en public, avait pris Serge à part après la cérémonie et lui avait dit une seule chose. « Prends soin de ma fille, elle le mérite plus que tu ne le sauras jamais. » Serge avait serré la main du vieil homme et avait répondu qu'il le ferait chaque jour de sa vie, et qu'il n'oublierait jamais la chance qu'il avait. 1 an plus tard, Naomi avait donné naissance à une petite fille qu'elle avait appelée Grâce. Ce prénom n'était pas un hasard. C'était par la grâce que Naomi avait surmonté les épreuves les plus dures de sa vie. Par la grâce qu'elle avait trouvé la force de se relever quand tout semblait perdu. Et par la grâce qu'elle avait retrouvé le bonheur quand elle ne l'espérait plus. Quand elle tenait sa fille dans ses bras le soir, en la berçant doucement, Naomi se disait parfois que si Mike ne l'avait pas trahie, elle n'aurait peut-être jamais découvert cette version d'elle-même. Plus forte, plus sage, plus libre, plus vivante. NK Logistique était devenue une des entreprises de transport les plus respectées de toute l'Afrique de l'Ouest. La Fondation Résilience avait aidé plus de 500 femmes en 3 ans et continuait de grandir. Naomi était régulièrement invitée dans des conférences internationales, des forums économiques et des émissions de télévision. Elle donnait des interviews où elle parlait avec passion de l'entrepreneuriat féminin, de la résilience face aux épreuves et de l'importance vitale de l'indépendance financière pour les femmes africaines. Chaque fois qu'on lui demandait quel était le secret de sa réussite, elle répondait la même chose avec un sourire tranquille. Ne dépends jamais de quelqu'un d'autre pour ton bonheur. Quant à Mike, la dernière fois que quelqu'un avait eu de ses nouvelles, il avait quitté Abidjan. Certains disaient qu'il était parti au village, chez un oncle lointain. D'autres disaient qu'il avait tenté sa chance dans un pays voisin, peut-être au Ghana ou au Sénégal. Personne ne savait vraiment et peu de gens s'en souciaient encore. Maman Adjoua ne parlait plus de son fils aîné. Elle avait honte de ce qu'il avait fait, honte au point de ne plus pouvoir regarder les voisins dans les yeux. Quand on lui demandait des nouvelles de Mike, elle changeait de sujet ou se levait pour aller faire autre chose. Certains disaient qu'elle allait parfois prier seule à l'église, tôt le matin, quand il n'y avait personne, et qu'on pouvait l'entendre murmurer le prénom de Naomi en demandant à Dieu de bénir cette femme que son fils n'avait pas su aimer. L'histoire de Naomi et Mike a fait le tour d'Abidjan pendant des années. Les gens en parlaient dans les maquis autour d'une bière, dans les gbaka coincés dans les embouteillages, dans les bureaux climatisés du plateau et dans les salons de coiffure de Yopougon. Pour les uns, c'était l'histoire d'une femme qui avait eu une vengeance terrible et sans pitié. Pour les autres, c'était simplement l'histoire d'une femme qui avait repris ce qui lui appartenait. Mais pour Naomi elle-même, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était l'histoire d'une femme qui avait refusé de rester une victime. Qui avait choisi de se relever au lieu de s'effondrer. Qui avait transformé sa pire épreuve en sa plus grande force. Et qui avait prouvé, par ses actes et non par ses paroles, que la valeur d'une femme ne dépend d'aucun homme. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Personnellement, je trouve que Naomi est un exemple extraordinaire de courage et de résilience. Elle aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu pleurer pendant des mois enfermée dans une chambre. Elle aurait pu supplier Mike de revenir et accepter ses excuses par peur de la solitude. Beaucoup de femmes le font, pas par faiblesse mais par amour mal placé. Mais Naomi a choisi une autre voie. Elle a choisi de se battre, de reprendre sa vie en main et de montrer au monde entier que la trahison d'un homme ne définit pas la valeur d'une femme. Ce que j'admire le plus chez Naomi, c'est qu'elle n'a pas agi par méchanceté ou par désir de destruction. Elle n'a pas cherché à détruire Mike par plaisir ou par vengeance aveugle.
Elle a simplement repris ce qui était à elle, légalement et dignement, et elle a continué sa route. Elle n'a pas perdu de temps à haïr, à insulter ou à se plaindre sur les réseaux sociaux. Elle a agi. Et c'est ça la vraie force. La leçon que je retiens de cette histoire, c'est que l'amour ne doit jamais nous faire oublier notre propre valeur. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, on peut donner sans compter, on peut se sacrifier pour l'autre. Mais il ne faut jamais, jamais s'oublier soi-même dans le processus. Il ne faut jamais mettre tous ses biens au nom de quelqu'un d'autre sans protection. Il ne faut jamais fermer les yeux quand les signes sont là. Et si un jour cette personne nous trahit malgré tout, il faut avoir la force de se relever et de rappeler au monde qui on est vraiment. Naomi l'a fait. Et je crois sincèrement que chacun d'entre nous a cette force en soi, même quand on ne le sait pas encore. Parfois, il faut toucher le fond pour découvrir qu'on a des ailes. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Naomi a bien fait de reprendre tous les biens? Est-ce que vous auriez pardonné à Mike ou est-ce que vous auriez fait pareil que Naomi? Est-ce que vous trouvez que sa réaction était justifiée ou est-ce qu'elle est allée trop loin? Et la mère de Mike, maman Adjoa, est-ce que vous avez de la peine pour elle? Dites-moi tout en commentaire. Je lis chacun de vos messages et je vous réponds toujours. Et si cette histoire vous a touché ou si elle vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une histoire peut changer une vie. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.